Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Ah oui, d'accord. Ah, d'accord. Nous sommes en guerre. AstraZeneca arrête la production et la vente de son vaccin anti-Covid. Il y a eu comme un petit cafouillage du côté d'AstraZeneca. Nous sommes en guerre. Quand un soldat s'en va en guerre, il a dans sa musette son bâton de maréchal. Quand un soldat revient de guerre, il a dans sa musette un peu de linge sale. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, et oui, journal de guerre, hein. Tous les jours sur Sud Radio, midi, 14h, la guerre dans tous ses états. Heureusement, pour le moment, ici à bas bruit, à signaux faibles, ailleurs, hélas, beaucoup plus violent. Alors, on va parler de quoi ? On va parler de ce qui aurait pu éviter la guerre. Oui, il y a plus de 2 ans, non 2 ans exactement, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Eh bien, une négociation très avancée en mars et avril 2022, qui n'a pas eu lieu, qui a échoué. Pourquoi ? On en parle tout de suite avec Éric Dénessé. C'est une histoire assez hallucinante. On l'avait déjà évoqué, mais maintenant on a le texte grâce au journal allemand Die Welt qui a eu le texte dans son intégralité et il est vraiment très intéressant. Voilà comment on aurait pu éviter des centaines de milliers de morts pour rien, comme le disait, il chantait hélas Yves Montand. Et puis AstraZeneca. Alors AstraZeneca, le laboratoire AstraZeneca, le vaccin s'arrête en disant écoutez, ça ne chute de la demande, nous avons sauvé 6,5 millions de vies, dit le laboratoire. Et Christine Coton a réagi, elle est biostatisticienne, elle a écrit ce livre qui a fait beaucoup parler de lui, tous vaccinés, tous protégés. Alors c'est quoi ? Ça s'appelait Chronique d'une catastrophe sanitaire annoncée. Alors qu'est-ce qui se passe exactement ? Déjà au niveau d'AstraZeneca, pourquoi on arrête ? Qu'est-ce qui arrête ? Est-ce qu'il y a une nouvelle pandémie demain ou après-demain ? Et puis on va parler aussi de cette manifestante face à un cortège d'extrême droite qui a crié un certain nombre de choses, qui a corrigé ensuite. C'est intéressant parce que on voit vraiment que France apaisée, France douce, France de plus en plus calme, hein ? Quelle rigolade. Et enfin, nous allons recevoir, et toujours avec plaisir, Driss Ghali, qui est essayiste, qui est spécialiste en relations internationales. On l'avait déjà reçu pour ses précédents bouquins. Il vient de sortir De la diversité au séparatisme. Mais oui, diversité, très bien. Mais quelle diversité ? Est-ce que cette diversité n'amène pas, effectivement, à se séparer les uns des autres ? Je t'aime, moi non plus. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Qu'est-ce qui s'est passé à Ankara il y a 2 ans exactement, en avril 2022 ? Qu'est-ce qui s'est passé qui a fait qu'aujourd'hui encore, la guerre se prolonge, que les Russes sont devant Kharkov et qu'il y a eu au moins 500 000 morts ? 500 000 morts pour rien ? Interrogation. À tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Belle chanson de Francis Lemarque, chantée par Yves Montand, bien sûr, quand un soldat, et oui, le bâton de maréchal et le linge sale. Et aujourd'hui, alors, on en avait parlé à plusieurs reprises, plusieurs personnes en avaient parlé, il y avait eu, Poutine lui-même l'avait évoqué, mais aujourd'hui, le journal allemand Die Welt s'est procuré le texte d'un accord, suite à des négociations, d'un accord de paix, en tout cas des négociations entre l'Ukraine et la Russie, qui aurait dû être signé il y a exactement 2 ans, en avril 2022. Moins de 2 mois après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Éric Dénessé, bonjour.
Et bonjour. Vous êtes directeur du Centre français de recherche sur le renseignement, on vous accueille toujours avec plaisir. Dites-moi, vous avez pris connaissance, Le Figaro aussi l'a publié hier, mais on en parlait depuis assez longtemps de cet accord qui, quand on le lit, enfin je l'ai lu et puis beaucoup d'autres, paraît quand même, au regard de ce qui se passe aujourd'hui en avril 2024, paraît quand même assez intéressant. À l'heure où, et on va faire évidemment avec vous le tableau, à l'heure où effectivement ça continue, l'offensive continue plus que jamais, les Russes sont aux portes de Kharkov, alors Blinken, le secrétaire d'État des États-Unis vient d'arriver en disant mais nous continuons l'aide, etc. À l'heure où effectivement les mots n'ont plus de sens et les sens ont changé de mots. Éric Dénessé, qu'en pensez-vous ? D'abord, comme vous le disiez très justement, cet accord, cette phase de négociation, on le savait depuis longtemps. Oui. Naftali Bennett, l'ancien Premier ministre israélien, avait expliqué qu'il avait joué un rôle d'intercesseur. Et puis Erdogan et le ministre turc des Affaires étrangères avaient également confirmé les faits, puisque les négociations s'étaient tenues à Ankara. Et finalement, qui est-ce qui a fait capoter tout cela ? C'est Boris Johnson, puisque on sait depuis finalement près d'un an et demi que les négociateurs ukrainiens et russes en étaient à la 7e ou 8e version, je ne me souviens plus exactement, de cet accord. Ça veut dire que pendant un mois et demi, ils avaient négocié entre eux et que dès que l'accord a failli être signé, Boris Johnson s'est précipité à Kiev, a fait des pressions terribles sur Zelensky en lui disant « Ne signez pas, continuez la guerre, nous vous aiderons autant qu'il faudra, ne faites pas ce cadeau à Poutine et à la Russie. » Et très directement, bien sûr, avec l'accord des États-Unis, eh bien Boris Johnson, Zelensky et leur maître américain ont décidé de continuer le combat. Comme vous le disiez, ça a entraîné des centaines de milliers de morts des deux côtés. Donc voilà, ce qui est intéressant aussi aujourd'hui, c'est savoir qui a transmis ce document à Die Welt, le journal allemand, parce que ça ne peut être finalement que l'un des deux protagonistes, soit les Russes qui aujourd'hui veulent faire sortir l'affaire en montrant que finalement ils étaient bien sûr prêts à terminer le conflit au bout de 6 semaines, soit l'entourage de Zelensky lui-même, j'ai du mal à le croire. Voilà, tout ça est pour l'instant encore assez flou, mais c'est quand même une preuve évidente de la volonté qu'avaient les deux partenaires de cesser le combat le plus vite possible. Alors Éric Dénessé, quand vous parlez de Boris Johnson, je pense que Boris Johnson, tout à fait mandaté, sinon mandaté, du moins avec l'accord de Joe Biden et du gouvernement américain. Oui, bien sûr, mais il ne faut pas oublier une chose, de tous les pays occidentaux, ce sont les Britanniques les plus bellicistes et les plus va-t-en-guerre. Il y a une russophobie très marquée en Grande-Bretagne depuis très longtemps, depuis la guerre froide. Ils sont même plus anti-russes que ne le sont les Polonais qui ont connu des massacres terribles de la part de l'armée rouge. Et pourquoi sont-ils aussi anti-russes, les Anglais ? J'ai envie de dire c'est quasiment atavique depuis le début du communisme dans les années 17-18. D'accord. Et ils veulent aussi se venger de ce qu'ils considèrent être comme des actions des services russes sur le territoire britannique. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que les Américains, on le sait également, ont signé conclu, ça n'a pas été signé, une espèce d'accord de non-agression entre services, c'est-à-dire que William Burns, le patron de la CIA, s'est rendu dès le début du conflit à Moscou pour définir les règles avec les Russes que les uns et les autres ne transgressaient pas. Mais les Américains utilisent les Britanniques pour transgresser ces règles. Et voilà, c'est-à-dire les Britanniques se sentent protégés parce que c'est le premier allié des États-Unis et vont plus loin que les Américains. Et dans cette affaire-là, Boris Johnson l'a montré une nouvelle fois. Encore une fois, comme vous le disiez, il était évidemment mandaté et appuyé par Washington. Alors, ce qui est étonnant, vous avez lu comme moi, effectivement, ce qu'a révélé Die Welt, enfin, en tout cas le texte, le document de 17 pages, effectivement. Est-ce que vous estimez, Éric Dénessé ou pas, que par rapport à la situation que l'on connaît aujourd'hui, la situation sur le terrain, on en parle, tout le monde en parle du matin au soir, du soir au matin, mais surtout, est-ce que cet accord-là, pour vous, s'il avait été signé, et si aujourd'hui il était signé, pure hypothèse bien sûr, est-ce qu'il est encore plus avantageux pour les Ukrainiens que si aujourd'hui, avec les lignes de front telles qu'ils sont, c'est-à-dire que, est-ce que cet accord, encore une fois, par pure hypothèse, tiendrait aujourd'hui encore mieux qu'hier ?
C'est difficile à dire. D'abord, tout accord est bon à prendre pour mettre une fin à une guerre et à ces massacres, c'est évident. Mais cet accord était en somme finalement assez favorable aux Ukrainiens. Pourquoi ? Parce que les Russes ont connu quelques échecs et de nombreux déboires dans leur opération spéciale en février et mars 2022. Oui. Ils s'attendaient, eux ne voulaient pas d'une opération longue, ils ne voulaient pas envahir l'Ukraine comme on nous a essayé de le faire croire, et donc eux-mêmes avaient un intérêt réel et manifeste de mettre un terme à ce conflit, et notamment parce qu'on sait que Poutine voulait aussi clairement regarder ce qui n'avait pas marché dans les opérations et ce qui avait contredit sa stratégie initiale. Et donc cet accord finalement aurait été, je dirais, la moins mauvaise des solutions. Oui. Appliqué aujourd'hui, il serait tout aussi valable, mais je dirais il était encore plus favorable aux Ukrainiens à l'époque qu'il ne le serait aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. Le fait justement que Britanniques, Américains et Occidentaux au sens large aient fait capoter ces négociations, ça n'a fait que renforcer les Russes dans leur volonté et dans leur perception que l'Occident était prêt à tout pour les affaiblir, et donc ils ont changé leur stratégie, et donc ils sont rentrés dans une logique de guerre longue au fur et à mesure, et ils sont prêts à de moins en moins de concessions avec l'Ukraine et avec l'OTAN. Et on l'a vu avec les déclarations de Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, en disant non, on veut pas négocier à Genève, c'est pas le moment de la négociation. Aujourd'hui, en tout cas, vu ce qui se passe, il l'affirme. Et ce qui est intéressant, vous voyez, c'est très intéressant parce que quand on voit le texte de cet accord, Kiev renonçait à toute appartenance à l'alliance militaire, ce qui aurait écarté toute possibilité d'adhésion du pays à l'OTAN. Et puis, en revanche, selon l'article 3 du document, encore une fois, le document qui n'a pas été signé, bien sûr, on le sait, rien ne s'opposait à l'adhésion de Kiev, donc de l'Ukraine, à l'Union européenne. Et si vous regardez bien tout ce qu'il y a dans cet accord, c'est ce que demandaient les Russes bien avant le conflit. Ainsi, les Américains avaient pris en considération les demandes de sécurité de la part de Moscou. Le conflit n'aurait jamais commencé. Et encore une fois, ce qu'il y a dans cet accord, c'est exactement ce que les Russes avaient demandé. Une forme de neutralité de l'Ukraine, pas de forces étrangères stationnées sur son territoire, pas d'adhésion à l'OTAN, mais finalement un feu vert pour que l'Ukraine adhère à l'Union européenne, ce qui d'ailleurs est une concession énorme de la part des Russes, parce que souvenons-nous qu'en 2014, lorsque le président Yanukovych a été renversé, c'est parce qu'il avait choisi un accord économique avec Moscou au détriment des propositions européennes. Donc ça veut dire que Poutine faisait vraiment, à ce moment-là, une concession majeure. Les Ukrainiens en auraient bien sûr tiré parti beaucoup plus vite, parce qu'aujourd'hui, c'est un pays qui est totalement à reconstruire et qui n'est pas prêt d'adhérer à l'Union européenne. Bien sûr. Et c'est pour ça que c'est vrai, hein, on dit toujours les ratés de l'histoire, et là, ce n'est pas nouveau. Au fond, aujourd'hui, Éric Denessé, est-ce qu'on n'est pas arrivé à une situation de blocage? Parce que l'impression qu'on a, encore une fois, on va pas jouer les prophètes ou les futurologues, mais on a l'impression, et j'aimerais beaucoup avoir votre sentiment là-dessus, que ça va encore se prolonger. Les Russes ont intérêt à une guerre d'attrition, les Ukrainiens essayent de faire contre mauvaise fortune, même pas bon cœur. Les Occidentaux attendent des élections américaines. Et est-ce qu'aujourd'hui, la situation n'est pas bloquée, en tout cas pour un certain temps, à votre avis ? Oui, vous avez raison, la situation paraît bloquée au moins jusqu'aux élections américaines, mais les seuls qui ont un véritable intérêt à ce que ce conflit se poursuive, ce sont les Américains. Les Russes n'y ont pas intérêt, les Ukrainiens encore moins. Nous, Européens, nous ne faisons que suivre et que subir la politique américaine. Finalement, une guerre de longue durée, peut-être, les Russes s'y préparent parce qu'on les a poussés dans cette situation. Ouais. Mais sur le terrain, ils n'avancent pas tant que ça. Depuis quelque temps, on parle beaucoup des percées russes, mais elles ne sont finalement pas beaucoup plus significatives que les avancées de la contre-offensive ukrainienne d'il y a quelque temps. Ouais. Les Russes n'ont pas les moyens de mener une guerre et de percer le front de manière importante, parce que qu'est-ce qu'ils feraient s'ils envahissaient des régions entières de l'Ukraine? Ils ne pourraient pas les tenir. Bien sûr. On a un front qui bouge un petit peu, mais les percées, c'est quelques kilomètres, quelques hectares. C'est pas si... Sauf qu'Éric Denessé, ils ont la population et la profondeur par rapport à l'Ukraine, même si l'Ukraine est peuplée. Bien sûr, mais leur but n'est pas d'envahir l'Ukraine, c'est de libérer le Donbass, de s'arrêter sur les acquis qui sont les leurs. Ils ont la profondeur stratégique, oui, la population aussi, comparée à l'Ukraine, mais pas comparée à l'OTAN, donc ça, ils le savent. Tout à fait. Alors, dernière question, Éric Denessé, quid de l'Europe ?
quid de nous? Parce que comme vous l'avez dit à un moment donné, on a l'impression, et ce n'est pas seulement une impression, que l'Europe a suivi, l'Angleterre effectivement en premier, on le sait, mais nous Français, nous Européens, actuellement, on attend, on est en train de regarder les balles, et puis on contribue avec l'embargo, avec tous les effets secondaires, si on peut dire, que nous subissons. Ça va, et pour nous, ça va durer parce que nous ne sommes pas maîtres du jeu et des horloges. Bien sûr, et puis on voit en plus les dissensions au sein de l'Europe de plus en plus importantes. Emmanuel Macron continue, pardonnez-moi, mais ces pitreries sur l'envoi de troupes en Ukraine qui ne créent aucune ambiguïté stratégique puisque les Russes ont clairement dit qu'ils cibleraient des forces françaises. Les Allemands, bien sûr, ne sont pas d'accord. Beaucoup d'autres acteurs, et notamment il y a eu des remontrances extrêmement dures de la part de Salvini à l'égard de Macron. Oui. En même temps, on voit paradoxalement Olaf Scholz se dire qu'il est prêt à déployer une brigade en Lituanie pour empêcher une invasion russe dans ce pays. Il y a aussi des intérêts économiques allemands très importants derrière cela. Voilà. Et puis les Britanniques qui poussent, encore une fois, se sont vus eux aussi renvoyés dans leur but assez violemment par Moscou, puisque les Russes leur ont dit qu'ils étaient prêts à frapper les intérêts britanniques sur le sol ukrainien et au-delà, ce qui est un message très fort pour Londres qui se croit suffisamment éloigné du théâtre des opérations pour continuer un certain nombre d'actions anti-russes. Donc, bien sûr, une Europe qui n'a pas les moyens de faire la guerre à l'Ukraine. Et si l'arrêt de l'aide américaine avait lieu, les Européens sont incapables d'aider l'Ukraine à maintenir la ligne de front. Donc, tout ça est malheureusement extrêmement négatif pour Kiev. Et on peut dire, et c'est ça qui est quand même assez terrible, que peut-être on aurait pu arrêter ça il y a 2 ans. Et c'est quand même dramatique quand on sait effectivement les dégâts humains, les dégâts économiques en tout ce qui a été. Merci Éric Denessé. Je rappelle que vous êtes directeur du Centre français de recherche sur le renseignement. Merci d'avoir été avec nous. On va marquer une courte pause sur Sud Radio. On revient dans un instant. On parlera de AstraZeneca. Tiens, à tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. AstraZeneca retire son vaccin du marché. Pourquoi le vaccin anti-coronavirus Vaxzevria? Pourquoi? Eh bien, le laboratoire dit lui-même pas assez de demandes. Ah bon, les gens, ils veulent plus se faire vacciner ou qu'est-ce qui se passe? Évidemment, on est dans le régime de l'offre et de la demande. On va en parler tout de suite avec Christine Coton. Sud Radio André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Les goguettes, une part très spécialisé effectivement dans les parodies, les goguettes. Alors les gens de mon âge existent, disent-ils, ils sont jeunes et puis mais ils sont pas apparemment les seuls à hésiter puisque voilà, chute des ventes. Qu'est-ce qui se passe? Alors on va en parler avec Christine Coton. Christine Coton, je le rappelle, elle est biostatisticienne. Elle est auteure et on l'avait reçu déjà pour cela, un livre qui a fait beaucoup parler de lui, beaucoup de bruit, tous vaccinés, tous protégés, vaccin Covid-19, chronique d'une catastrophe sanitaire annoncée, aux éditions Guy Trédaniel. Alors Christine Coton, vous évidemment, vous n'avez pas attendu la chute des demandes pour parler de cela. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Parce que alors que d'autres laboratoires, Pfizer et compagnie, annoncent à la fois d'autres pandémies ou d'autres épidémies et puis d'autres vaccins, AstraZeneca, en tout cas, rend son tablier là-dessus, pas pour le reste. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Alors bonjour Monsieur Berkov. Bonjour. Bonjour à ceux qui nous écoutent. Alors donc ce retrait de l'autorisation de l'AstraZeneca, il est rendu officiel par la Commission européenne le 27 mars, mais il rentre en vigueur là qu'au mois de mai. Alors ce qu'on sait, enfin moi ça m'étonne pas du tout parce que comme vous le savez et vous l'avez dit, cela fait depuis décembre 2020 que je travaille sur ces vaccins Covid en tant que donc biostatisticienne, c'est-à-dire
la personne qui fait les analyses dans les essais cliniques. Et comme certains ne le savent pas, ce ne sont pas les médecins. Oui. Sur le fond, quand vous avez commencé, on en a déjà parlé, mais je voudrais qu'on en reparle, évidemment. Sur le fond, quand vous avez commencé, effectivement, vous avez pris des positions très, très précises et très tranchées là-dessus. Vous, en tant que biostatisticienne, je voudrais peut-être, Christine Coton, c'est important que vous disiez, quand vous dites, voilà, nous regardons, je voudrais que vous précisiez beaucoup plus, enfin, un peu plus aux yeux du public, ce que c'est que votre rôle et pourquoi vous avez un regard spécifique et très précis sur ce qui s'est passé. Parce que moi, mon rôle, c'est, alors, en tant que biostat et en tant qu'ancienne directrice d'une société de recherche sous contrat spécialisée dans la gestion des données des essais cliniques, c'était d'écrire, ou c'est toujours, parce que je travaille encore pour quelques laboratoires, et j'ai d'ailleurs travaillé pour AstraZeneca. Et je ne peux pas dire que j'ai rencontré des gens qui travaillaient mal. Ce serait faux de dire ça. Bien sûr, il faut être honnête. Absolument. Mon rôle, c'était de fournir, à partir des bases de données des essais cliniques, les tableaux de résultats. Et d'écrire la méthodologie correcte pour que les résultats soient donc ce qu'on appelle fiables et intègres du point de vue des bonnes pratiques cliniques. Alors, mais d'ailleurs, ce rôle-là, moi, ce regard critique, il n'y a pas que moi qui l'ai eu. Si on relit les avis des agences, parce que là, les gens ont l'air de tomber de la lune, on découvre. Non, on découvre rien. Dans l'avis de la HAS, donc c'est là quand même la Haute Autorité de Santé française. Oui. En février 2021, c'est-à-dire au moment où ils écrivent leur stratégie d'utilisation de l'AstraZeneca, en plus de ce Moderna qui a déjà été accepté en décembre et donc le Pfizer un petit peu avant, ils nous disent quand même: aucune donnée ne permet d'estimer l'efficacité de ce vaccin sur certaines populations vulnérables. Mais M. Berkoff, c'est bien celles qui ont été vaccinées en premier, si je ne m'abuse. Susceptibles de développer des formes graves de la Covid-19, telles que les personnes immunodéprimées. Il n'y a pas d'argument pour penser que le rapport bénéfice-risque puisse être défavorable. Oui, il n'y a pas d'argument. Il n'y a pas d'argument non plus pour penser qu'il va être favorable. Il n'y a pas de données disponibles sur l'interchangeabilité du vaccin avec d'autres vaccins Covid. Et qu'est-ce qu'il nous disait? Le vaccin nanana, il nous disait absence de données sur d'immunogénicité à long terme, sur les femmes enceintes, bien évidemment. Absence d'efficacité prouvée, pas manque de recul, chez les personnes âgées de plus de 65 ans. Ah ben mince alors. Donc vous voyez, ça c'est l'avis de la HAS, février 2021. Absence de données. C'était à chaque fois ça, vous dites. Absence de données ou manque de recul. Ouais. Donc quand vous savez ça, toutes ces données, elles sont ensuite reprises dans le plan de gestion des risques, quand vous savez ça, vous doutez bien que vous allez avoir des problèmes. Après, on nous dit qu'ils sont rares. Bon, on va voir. Je vous ai préparé la petite mise à jour avec la pharmacovigilance européenne. Ils ne sont pas si rares que ça. Enfin, pour rester dans ce qu'on savait, on a quand même toujours, j'en parle tout le temps, y compris pour le Pfizer, le Moderna, etc. On a quand même des gens qui, aux États-Unis, dans les organes de surveillance des vaccins, le CDC, etc., nous parlait le 22 octobre 2020 des événements indésirables d'intérêt particulier, c'est-à-dire ceux qu'il faut surveiller. Et là-dedans, ils avaient quoi? Ils avaient des décès, ils avaient des tonnes de pathologies neurologiques, des encéphalomyélites, des encéphalites, des crises d'épilepsie, des AVC, des infarctus aigus, ils avaient la myocardite, la péricardite, qui est sortie bien après. Là, on est à octobre 2020. Donc, vous voyez qu'en fait, depuis le début, moi, j'alerte en disant les méthodologies ne sont pas bonnes, les résultats sont faux. J'ai fait ma première émission en avril 2021. J'ai dit la méthodologie d'analyse de l'AstraZeneca, dans le rapport, n'est pas bonne. C'est-à-dire que l'AstraZeneca, c'est pas un essai clinique, c'est 4. Donc, quand vous additionnez les données comme ça s'appelle un pool en langage biostat. Il faut que vos études, elles soient totalement homogènes pour qu'on puisse évidemment considérer que les patients peuvent être mélangés, on va dire. Et là, vous avez 1er février 2021, commission technique des vaccinations. Donc là, qu'est-ce qu'ils nous disent, ces braves gens, Les données de ces essais ont été regroupées, des analyses intermédiaires ont été réalisées, les schémas vaccinaux mis en œuvre dans ces essais sont très hétérogènes.
Mais depuis quand, en méthodologie biostatistique, vous groupez des essais qui sont hétérogènes? Qui sont différents. Vous voyez les problèmes, en fait. Au départ, vous avez tous ces problèmes méthodologiques. C'est pour ça que c'est un travail de biostatisticien. Alors, mais les autorités l'ont remarqué. Alors, Christine Coton, justement, mais alors... on vous répond toujours et on répond toujours. Pardon, AstraZeneca dit je cite, il dit il n'y avait plus de vente à propos toujours du retrait, il n'y avait pas eu de vente depuis un certain temps. Ils ajoutent, nous sommes incroyablement fiers du rôle que le Vaxzevria a joué pour mettre fin à la pandémie, qui affirme, alors le communiqué donc d'AstraZeneca affirme que selon des estimations indépendantes, plus de 6,5 millions de vies ont été sauvées lors de la seule première année d'utilisation du sérum et plus de 3 milliards de doses ont été distribuées dans le monde. Et alors, on vous dit, attendez, vous dites ça, d'accord, il y a eu des effets, il y a eu des dommages collatéraux et des effets extrêmement dévastateurs, mais enfin, par rapport aux milliards de gens qui ont été vaccinés, par rapport aux 100 millions, etc., regardez, il n'y a pas 400 millions de cercueils à travers le monde, donc pourquoi vous faites, effectivement, vous essayez de faire une théorie sur la non-innocuité de ces vaccins. Je vous donne... Alors, pardon, monsieur Bercoff, oui. La méthodologie des essais cliniques, elle date d'une trentaine d'années. Elle doit suivre des tas de règles qui sont édictées par un consortium auquel toutes les agences de santé ont adhéré. Donc, il n'y a aucune raison qu'on fasse exception pour les vaccins Covid, qui sont, en plus, des technologies, notamment pour le Moderna et le Pfizer, qui ont été développées dans des temps records. Donc, aucune raison. De deux, ce n'est pas parce que, enfin, les modèles, enfin, les soi-disant les millions de vies sauvées, ce sont des modélisations. Donc, une modélisation, c'est quoi? C'est que vous prenez des hypothèses. Si je fais un modèle, je sais pas moi, Y égale à X plus B, mon X, je le remplace par quelque chose, donc c'est une hypothèse. Enfin, je fais varier mon X. Donc c'est-à-dire que si j'ai tel résultat à une semaine, je vais modéliser sur 3 semaines ou 4 semaines, etc., etc. Voilà, si je prends dans ma modélisation une efficacité de, je sais pas moi, pour les Pfizer, 80%, pour l'AstraZeneca, 60, au départ, ils avaient 66, je crois. Oui, et 90% pour Pfizer au départ, oui. Voilà, donc 95. Donc si je prends ces chiffres-là comme étant, qui sont les chiffres de l'essai clinique, comme étant les vrais chiffres en vie réelle, ce qui est faux, puisque je n'ai pas dans les essais cliniques d'études de la transmission, attention, dans aucun, pour aucun labo. Aucune étude de la transmission. Aucune. N'a été effectuée. Aucune efficacité prouvée sur la transmission. Je n'ai pas d'efficacité prouvée sur les cas asymptomatiques. Or, nous, dans le nombre de cas qu'on comptait, il y avait bien là-dedans des milliers, peut-être des millions d'asymptomatiques. Donc, si je prends des hypothèses d'efficacité qui sont complètement surestimées par rapport à la réalité, mais mon modèle, il va conclure que j'ai sauvé 30 millions, 40 millions, ça, on pourra compter ce qu'on veut. Ouais. Concrètement, le rapport bénéfice-risque, c'est quand même d'épargner des vies, effectivement, d'épargner des hospitalisations. Et vous n'avez pas, dans aucun rapport, d'effet démontré sur la mortalité. Moi, je suis désolée. Que quelqu'un me montre dans un rapport clinique l'efficacité sur la mortalité Covid. Ça n'existe pas. Donc, vous voyez que c'est depuis le début, je vous l'avais déjà dit, monsieur Bercoff, depuis le début, on nous prend vraiment pour des cons et on nous prend surtout pour des gens qui ne savent pas lire les documents. Et encore plus, alors moi qui suis harcelée, ça fait 3 ans, plus de 3 ans, qu'on alerte avec les associations de victimes, dont Verity France. En France, on a le cas Anthony Rio, qui est décédé 10 jours après sa première dose AstraZeneca d'une thrombose massive abdominale. La rate a éclaté. Donc la famille a mis 3 ans enfin pour obtenir l'imputabilité. Ce cas est déféré à la justice. Donc je sais plus, c'est son avocat, c'est Maître Boitin. Il est déféré à la justice pour, c'est pas de l'empoisonnement, mais enfin ça y ressemble. On a quand même, je veux dire, on regarde les chiffres. Alors on regarde les chiffres. Je vais vous les donner les chiffres. Donc on a sur le site Eudravigilance, on a 553 655 cas reportés. Le site Eudravigilance français, c'est le site français, ça. Pharmacovigilance européenne. Oui, européenne, d'accord. Donc vous avez 43% de cas graves. Et ça ne devrait pas alerter les autorités d'avoir 43% de cas graves, surtout quand on sait qu'on a un sous-report, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens peut-être
ou des décès, ces gens ne figurent pas là-dedans puisque ça n'a pas été déclaré. Ouais. Donc, combien de malades pour épargner combien de vies? Mais le rapport bénéfice-risque, il est vite calculé. Et dans ces cas, vous avez quoi? Vous avez 285 000 cas, ce sont des troubles nerveux. C'est exactement le cas de Brian Dressen, maladie neurodégénérative. Ouais. Vous avez 17 000 cas qui touchent le système sanguin ou lymphatique. Et sans vous avez des thromboses, bien évidemment. Et sans parler des femmes enceintes, et sans parler des jeunes. Moi, je me rappellerai toujours, et vous vous rappelez de cette vidéo qu'on a vue du matin au soir pendant quelques mois, de la petite fille qui embrassait sa grand-mère, et la grand-mère se retrouvait intubée. C'est une vidéo qui a fait... Sachant que le vaccin n'empêchait pas aucun. La transmission, ce n'était pas prouvé dans les essais cliniques. Alors ensuite, ils nous ont sorti tout un tas d'études en vie réelle qui ne valent pas un clou au niveau méthodologique pour dire, ah ben non, finalement, ça freine la transmission. Puis si vous vous souvenez bien, ça freinait de 80%, et puis de 62%, puis de 56%, et puis finalement, on était à 3% que ça freinait la transmission. Bon, visiblement, ça freinait rien du tout, puisque pour quelque chose qui était censé éradiquer le Covid, on en est toujours au même point. Hein. Enfin, donc là, je pense que les gens ont compris, puisqu'ils ne vont plus se faire vacciner. Donc pour en revenir à ce cas d'Anthony, qui a été emblématique en France, il a été sorti par l'association Verity France, avec laquelle je travaille depuis 3 ans. Hein. Ouais. Pas loin. Et donc, enfin, il a fallu une bataille de 3 ans pour enfin reconnaître que ce pauvre garçon étudiant en médecine de 24 ans était décédé des suites de ce vaccin. Alors, en Angleterre, on en a plein. Hein. On a des cas qui sortent de partout. AstraZeneca, je crois qu'il leur demande 100 millions de livres de dommages et intérêts pour 50 victimes. Bon, donc du coup, alors ils retirent du marché parce qu'ils vendent plus. Mais je veux dire, encore une fois, il faut arrêter de se foutre de nous. Hein. Mais non, ils retirent du marché parce que je crois qu'ils ont commencé à comprendre qu'il fallait limiter les dégâts. Enfin, hein, bon. Et que c'est que le début de la chute des vaccins anti-Covid, et c'est que le début de la chute des laboratoires. Parce que, alors je rappelle, Monsieur Berkov, pour tous ceux qui ne le savent pas et qui nous écoutent, je rappelle que le produit Pfizer reçu par la population n'est pas celui de l'essai clinique. Donc là, vous voyez le nombre d'effets qu'on peut avoir avec AstraZeneca, les plaintes qui commencent à tomber de partout. Vous imaginez les problèmes qu'on va avoir avec les autres qu'il reste, ceux qui sont donc ARN messagers et qui ont été développés en quelques heures sans avoir, pour Moderna, sans avoir jamais vu le virus. Non, mais et en fait, alors tout cela, bon, évidemment, je dis ça parce que nous accueillons toutes les vues. Évidemment, si AstraZeneca ou Pfizer veut répondre, évidemment, il a le micro ouvert, et ce serait très bien, d'ailleurs, face à Christine Coton. Mais il n'y a pas de problème. Hein, vous êtes d'accord là-dessus? Ah ben, il n'y a aucun problème. Christine Coton, juste un mot par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez parlé de l'Angleterre, vous avez parlé aux États-Unis aussi qu'il y a énormément de plaintes déposées même par des États, etc. Est-ce que aujourd'hui il y a vraiment, à votre avis, une prise de conscience assez grande, même si elle n'est peut-être pas majoritaire, mais assez grande, en disant au moins, et c'est vrai, on a le droit de se poser des questions. En tout cas, je parle des gens qui ne sont pas comme vous, ni biostatisticiens, ni épidémiologues, ni virologues, et qui effectivement ont le droit, en tout cas, de poser des questions sans qu'on les traite de complotistes et de factieux, etc. Ça me paraît la moindre des choses. Berkov, il suffit de lire les documents officiels. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, je n'ai fait que mon métier de biostatisticienne. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai récupéré les rapports des laboratoires dès décembre 2020 pour ceux qui étaient disponibles, en 2021 pour l'AstraZeneca et le Johnson & Johnson. J'ai lu les rapports cliniques, j'ai lu les plans de gestion des risques, j'ai lu les résumés des caractéristiques produits, j'ai lu les avis de la HAS. Bon, ben je n'ai rien inventé. Je veux dire, on lit. Moi, mon métier, c'est la méthodologie des essais cliniques. Je lis, je vois tout ce qui n'est pas testé, je vois tout ce qui est données manquantes, je vois tout ce qui n'est pas prouvé comme étant efficace. Aucune efficacité démontrée sur les cas sévères, ni pour l'AstraZeneca, ni pour le Pfizer, ni pour le Moderna. Donc, on ne vienne pas maintenant nous raconter,
Bon, alors voilà, on nous sort depuis, je vous dis, on nous harcèle, on nous insulte, on nous diffame, mais concrètement, il n'y a pas un professionnel qui a rédigé un document qui tient la route pour contredire ce que j'ai écrit depuis 3 ans. Pas un seul. Mais de toute façon, c'est impossible puisque ce sont les docs officiels. Donc si maintenant ces gens, ils ont été, on va dire, pressurisés à un moment parce qu'on leur a mis la pression pour accepter vite l'Agence européenne du médicament qui autorise un produit Pfizer qui n'est pas celui de l'essai clinique. Mais depuis quand on autorise un produit pour lequel on n'a pas de résultat d'efficacité, de tolérance ou de dosage des anticorps? Depuis quand? Jamais. Donc on ne respecte pas les règles qu'on a mis des années à établir et qui permettaient d'avoir des vaccins et des médicaments sûrs et efficaces, ou à peu près, ou on va dire dans 95% des cas. Parce qu'il faut le rappeler, maintenant, même vous, s'étonne. Oui, Christine Coton, même vous n'êtes pas anti-vax au sens théorique du terme. Mais anti-vax et complotiste, c'est du vocabulaire de cabinet de conseil que blablatent les incultes qui sont pas capables d'ouvrir 3 documents pour éviter le débat. Voilà. Alors, ils veulent pas débattre parce que, soi-disant, je suis anti-vax. Non, moi, je suis biostatisticienne pour l'industrie pharmaceutique depuis 1995. Et quand ces gens auront travaillé dans 500 essais cliniques, voire plus, comme moi, ils pourront ouvrir leur bouche. Pour le moment, la seule chose qu'ils aient à faire, c'est se taire. Et de toute façon, leurs insultes, aujourd'hui, on a quand même le professeur Raoult qui passe aussi... En tout cas, vous l'ouvrez, Christine Coton, et effectivement, personne n'a à se taire, mais opposer des arguments et débattre vraiment sur des faits. Merci, Christine Coton. Merci d'avoir été avec nous. On va marquer une courte pause sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du... Michael Jackson, pas de problème si on est blanc ou noir. Pas de problème si on est blanc ou noir. Et bien, malheureusement, c'est tout à fait le problème actuellement. Blanc ou noir. Pourquoi je dis ça? C'est très simple. Il y avait une manifestation d'extrême droite qui se tenait dans les rues de Paris samedi 11 mai. Alors voilà, un certain nombre de gens circulaient avec leur croix celtique, etc. Et puis, il y avait une jeune femme qui était sur les bords et qui les insultait. Et notamment, alors ça va très rapidement, vous allez peut-être pas entendre, mais on entend quand même ceci. Sale blanc de merde, voilà, c'est sale blanc de merde. Elle était là, elle disait voilà, en fait, elle a dit après, j'ai d'ailleurs dit, vous êtes des sales fachos, vous êtes des sales putains de racistes de merde, mais effectivement, ça lui a échappé, dit-elle, sale blanc de merde, et voilà, c'est ce qu'elle voulait dire, sale fasciste, etc. Sauf que, est-ce que on est fasciste quand on est blanc? Est-ce que la condition de blanc devient une condition de fasciste? Et il y a un problème là, c'est-à-dire qu'on est arrivé, ce n'est pas nouveau, c'est avec une espèce d'injonction d'assignation-résidence, voilà. Si vous êtes blanc, pour les gens de l'autre côté, que ce soit les transsectionnels et autres, vous êtes suprémaciste blanc, donc évidemment colonialiste, extrême droite, raciste, etc. D'où vous avez vu dans certaines universités, dans certaines écoles, interdit aux blancs ou pas non mixtes, etc. Voilà. Oui, on a été colonisé, c'est à notre tour de vous dire bande de salauds, de colonisateurs, etc. Je voudrais juste dire quelque chose. Il faut arrêter, et on va en parler avec Driss Ghali, sur la séparation et l'identité. Il faut arrêter cette assignation à résidence qui, en fait, provoquera les massacres de demain si on n'y fait pas attention. Alors ça suffit, sale noir, sale blanc, sale juif, sale arabe, ça suffit. Sinon, eh bien, on en paiera tous le prix. On marque une petite pause sur Sud Radio, on revient après les infos de 13h. Ne bougez pas, vous restez avec nous, et puis toujours 0826 300 300 pour réagir. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites.
Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h04 sur Sud Radio, l'heure pour nous de vous présenter ce face-à-face. Aujourd'hui, André Berkoff, vous recevez Driss Ghali, essayiste et spécialiste en relations internationales, qui a écrit ce livre Français, ouvrez les yeux aux éditions L'Artilleur, et puis qui avait écrit une contre-histoire de la colonisation française. C'était aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Bonjour Driss Ghali. Et qui vient d'écrire, Driss Ghali, qui vient d'écrire De la diversité au séparatisme, qui paraît aux éditions Complicité, mais que vous pouvez tout à fait trouver sur Internet, en PDF, sur drissghali.com. Je répète, Driss Ghali, DRISSGHALI.com. De la diversité au séparatisme. Et on a entendu, juste avant les informations, ce que donnait aujourd'hui la diversité et le séparatisme quand il consistait à s'insulter parce qu'on est de telle couleur, de telle ethnie, de telle religion, de telle origine, etc., sous chien ou pas sous chien, etc. Ça devient, j'allais dire presque une espèce de très triste antienne, de très triste mantra, un peu partout en France notamment, mais ailleurs. Et Driss Ghali, dans votre livre, de la diversité au séparatisme, vous dites il y a un éléphant dans la salle que personne ne voit, comme toujours quand il y a un éléphant, évidemment, qu'on n'a pas envie de voir. Vous voulez dire il y a un peuple diasporique qui est en train de s'installer en France, qui sont une espèce d'assemblée des diasporas, qui, même si elles sont minoritaires, donnent le là. En quoi elles donnent le là ? Elles donnent le là parce que démographiquement, elles sont dynamiques, par les naissances et par les arrivées. Elles donnent le là parce que les minorités admises à s'exprimer sur les grands médias portent certaines de leurs revendications, l'antiracisme, les woke, etc. Voilà, l'islamisme. Parce que finalement, il vaut mieux aujourd'hui, entre guillemets, être islamiste qu'être de droite en France. On risque beaucoup moins de choses. Ah oui, c'est mieux vu, quoi. C'est mieux vu parce qu'on a toujours, la virilité de l'islamiste est toujours mieux vécue que la virilité du patriote. Et aux yeux, à mon avis, du ministère de l'Intérieur, moi j'attends la dissolution des Frères musulmans. Par contre, les organisations de droite sont dissoutes chaque semaine. Dès qu'il y a un fait divers en France, commis souvent par un type sous OQTF, c'est toujours une association de droite qui dissout de la semaine suivante. C'est une logique bizarre. Passe Beauvau. Et chacun sait que ce sont les associations de droite qui tuent, tabassent, égorgent, etc. Il y a pas de problème. Que tous les leaders de gauche, les intellectuels de gauche sont bien sûr protégés par la police française à cause des menaces de droite. Mais évidemment, je plaisante, mais c'est... Donc, il a le vent en poupe, il a aussi le vent en poupe parce qu'il est largement attiré par l'islam. Et l'islam a le vent en poupe. En France, on a du mal à l'admettre parce qu'on est tellement laïque qu'on est devenu, j'allais dire, ignorant du fait religieux. Oui, on n'a pas envie, les religions, ça n'existe pas, c'est pas intéressant. C'est fini, c'est vieux, c'est archaïque, ça finira par se dissoudre devant Marianne et devant la laïcité et l'Eurovision. Non, l'islam est une hyperpuissance, à mon avis, aussi puissante, et je le dis en tant que musulman, aussi puissante que le capitalisme, ou la Chine. L'islam fera le 21e siècle, pèsera sur lui. Et parce qu'il a un souffle spirituel fort, je ne veux pas que vous soyez d'accord avec moi, moi je le vis comme ça, mais il a surtout un poids géopolitique extraordinaire. L'islam est au Danube, l'islam est en Finlande, il est au cercle polaire, il est au Minnesota. Et il est très dynamique. Driss Ghali, juste quand même, objection, votre honneur. Vous avez vu comment la Chine traite les musulmans ouïghours, quand même. Qu'elle déracine, qu'elle éradique, etc. Donc, et puis, est-ce que juste pour poser la chose, tous les musulmans ne sont pas islamistes, ne sont pas frères musulmans. Juste pas pour prendre des précautions, mais pour que ce soit clair. D'ailleurs, ce livre est habité par l'être humain, parce que tous nos politiciens, ils regardent des choses qui n'existent plus. Soit ils regardent la laïcité qui était en 1905, quelque chose qui ne l'est plus. Ils regardent la France des années 60, je pense aux amis de droite. À gauche, ils regardent un arabe qui n'existe pas, un africain qui n'existe pas. Ils voient le joueur de foot. Alors moi j'ai dit à quelqu'un ce week-end, dans les Cévennes, nous ne sommes pas des poneys. Il ne faut pas nous apprivoiser. Nous sommes différents. Moi, je pense que c'est respecter l'être humain que de dire qu'un Marocain, c'est pas un Français. Absolument. Un Algérien n'est pas forcément un Marocain. Qu'un Peul n'est pas forcément un Arabe. Et ainsi de suite. C'est respecter les gens. Mais et organiser leur coexistence, c'est ça le boulot, la politique de demain. Et donc, ce peuple se met en place. Il est alimenté par deux affluents, parce qu'il faut quand même qu'on généralise, africains, subsahariens, noirs et arabes. Attirés par l'islam, attirés par les États-Unis. En fait, il est attiré par tout ce qui est non français ou anti-français. Les USA
et l'islam, c'est-à-dire les... Oui, vous voulez dire le Nike, le hijab, Nike et le hijab. Fait par Nike, ou Nike et le hijab. Le Nike et le hijab, vous trouvez des choses, je m'excuse s'il y a des enfants qui écoutent, vous trouvez un rappeur qui vous dit « je suis musulman » et il chante « nique ta mère ». Alors normalement, ces choses-là ne se mélangent pas. Ouais. Mais lui, il est logique dans sa tête, parce qu'il fera tout. C'est le motherfucker et l'islam. Pour lui, c'est tout ce qui est anti-français. Donc ce peuple se cristallise. Le boulot de l'homme qui aime la France, qu'il soit de droite ou de gauche. Ce livre n'est ni de droite ni de gauche. Franchement, il est au-delà parce que... C'est pas ces catégories-là. Voilà. Mais juste, voilà. Juste un mot m'avait inspiré en disant ce que vous dites. En fait, le politique, il ne pense plus du tout peuple, il pense clientèle. Ils font une classification par clientèle, alors que vous dites non. Il y a les peuples, les identités, les diasporas. Bien sûr. Mais parlons-en alors justement de ces identités. Alors vous dites, elles se juxtaposent, C'est l'éléphant dans la salle. Les politiciens, par ignorance, parce qu'ils ne sont plus aussi éduqués et formés comme avant. Ils font des écoles ultra spécialisées. Vous voyez Monsieur Macron, il a fait une fusion-acquisition merveilleuse, hein, Pfizer, Nestlé, je sais pas quoi, et on dit qu'il sait gérer la France. À l'évidence, on voit, voilà, nous ne formons plus de généralistes. Donc ils ne comprennent rien à ce qui se passe. Ils ne comprennent vraiment rien à ce qui se passe. Donc ils voient que des consommateurs ou des... Voilà. Vous avez un éléphant dans la salle, c'est la civilisation. C'est-à-dire que chacun d'entre nous a une ombre derrière lui, c'est sa civilisation. Le français... Ses valeurs. Qu'est-ce que c'est qu'une civilisation ? Ce sont des affinités spontanées et des inimitiés spontanées. Ce sont des réflexes spontanés. C'est vraiment du spontané, c'est carrément de l'inné. L'éducation, c'est transmis par les parents, c'est transmis dans la famille. La religion joue un rôle important. Chez les Africains, vous avez tout le côté du merveilleux, le côté de la tribu, de la famille, et il faut respecter toutes les civilisations. Et ce qui se passe aujourd'hui en France, c'est que nous jouons avec le feu, nous mettons en coexistence, en copropriété. Imaginez une copropriété, un appart en copropriété. On met 3 ménages qui n'ont rien à se dire parce qu'ils viennent de cultures différentes. Et on leur dit, vous vivez ensemble, c'est le vivre ensemble, et si vous n'êtes pas content, vous êtes des racistes. Vous êtes condamnés au vivre ensemble. Voilà. Et vous avez 3 grands corps malades là-dedans. Et aucun ne va bien. Alors, qui sont les 3 grands corps malades ? Le premier, c'est là que ce bouquin n'est pas un livre de droite au sens caricatural de la droite que nous avons aujourd'hui. La France est malade, et elle n'a pas eu besoin des immigrés pour tomber malade. Notre civilisation française, je dis la mienne aussi, ce qu'elle m'a adopté, elle est malade. Bon, malade de quoi ? Juste rapidement. Elle veut mourir. Elle a accompli sa mission historique. Elle a établi l'égalité. Elle a amené la prospérité. Elle a créé la démocratie. Et elle a surtout, et c'est là où moi je tire le chapeau aux Français, et c'est dommage que vous ne vous aimiez plus, parce que vous êtes un des rares peuples au monde à avoir créé un peuple moral qui s'arrête au feu rouge, qui s'empêche, qui respecte les lois sans religion. Oui, très peu de peuples au monde arrivent à domestiquer l'homme, le civiliser sans religion. Vous l'avez fait. Et maintenant, vous êtes fatigué, vous voulez disparaître. La civilisation. C'est génial. C'est génial. Parce que nous, vous les musulmans, avez fait votre temps, quoi. Je pense que les Français ont vraiment tiré ils sont partis à la retraite, les jeunes de 18 ans notamment, et ils tirent. Et maintenant, c'est fini. On a tout prouvé. On n'a plus rien à prouver. Donc, submergez-nous par l'immigration, remplacez-nous, démantelez-nous pour le bilan carbone, mettez l'Europe à notre place. Remplacez-nous par des éoliennes et à la limite vaccinez-nous avec des vaccins qui marchent pas. Ça peut nous mettre. Voilà, c'est irrationnel. Donc ça, c'est la maladie française. À côté, vous avez une maladie de la civilisation maghrébine qui est, dans le livre, je le dis, elle a des côtés extraordinaires. C'est la résilience, la sécheresse répétée, les gens continuent à se battre, la rusticité. Le maghrébin fait beaucoup avec peu. C'est une grande agilité. Vous trouvez des Marocains au Brésil, en Russie, vous trouvez des Algériens partout. Grande agilité dans la difficulté, mais vous avez des traits qui ne sont pas français. Vous avez une cohabitation avec la corruption, vous avez un problème avec l'ignorance. Une adaptation à la nature et au reste. L'adaptation. L'adaptation. Vous avez un profond problème d'empathie au Maghreb. Nous ne sommes pas des peuples de solidarité, parce que nous sommes des peuples tribaux. Nos États-nations sont neufs, même au Maroc, qui est le pays le plus vieux. Nous avons toujours été une nation, nous avons toujours eu un État, mais on oublie de nous dire que notre État a rarement gouverné la nation. Oui, c'est pas la même chose. Et le 3e grand corps malade, c'est l'Afrique. L'Afrique. L'Afrique subsaharienne. Sidérée, parce que l'Afrique a pris plusieurs trains dans la tronche. Rapidement, elle a pris la colonisation,
Et elle a pris la modernité. Parce que l'Afrique occidentale, celle qui vient en France, c'est pas le Kenya qui vient, c'est l'Afrique. C'est Abidjan, c'est Dakar, c'est Conakry. Cette Afrique a vécu isolée par la côte ouest parce que c'était infesté de moustiques. Donc, au fait, elle était isolée, c'était les Galapagos. Et là, elle s'est pris tout ça. Aujourd'hui, elle doit inventer une solution religieuse, les esprits, et on continue, le culte des ancêtres. Elle doit aussi inventer le capitalisme, parce que l'Afrique n'est pas capitaliste. Donc, l'Afrique, elle est sidérée, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire? En état de sidération. Sidération. Et ces 3 corps malades sont en France, et on dit que ça va bien se passer. Ça peut pas bien se passer. On va en parler tout de suite après cette petite pause, et surtout, on va que les auditeurs, je suis sûr, vont demander beaucoup de questions à poser. Ça va vous faire réagir au 0826 300 300 pour poser vos questions à Driss Ghali, ou bien tout simplement pour intervenir dans l'émission 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Driss Ghali, plus actuel que jamais, de la diversité au séparatisme, son livre le plus récent, paru aux éditions Complicité, et sur, je le rappelle, en PDF sur drissghali.com, DRI2SGHALI.com. On parlait justement de l'éléphant dans la salle, on parlait des 3 grands corps malades, la France, le Maghreb, l'Afrique subsaharienne. Et puis, vous parlez justement, mais d'emblée, des diasporas. Et ces diasporas, qu'est-ce qui fait que, au lieu de provoquer effectivement, parce qu'on a tellement parlé intégration, assimilation, etc. Et aujourd'hui, on dit c'est le contraire, on ne parle plus que de remplacement, d'affrontement, de lutte, ce n'est plus la lutte des classes, c'est la lutte des races, ou la lutte des, ou des places. Qu'est-ce qui se passe avec ces diasporas? Qu'est-ce qui fait? Elles sont restées diasporas, Driss Ghali? En fait, il y a une grammaire des êtres humains, il y a une physique, c'est presque de la physique. C'est de la physique au sens scientifique. Physique des fluides, on va dire. Quand l'être humain arrive en France tout seul, il a toutes les raisons de s'assimiler. Toutes. Quand il arrive en famille, il en a. Mais quand un village entier se transfère en France, il y a moins de raisons de s'assimiler. Il atteint la masse critique, comme on dit. Il atteint une masse critique. C'est ça. Et la diaspora, pour le dire très clairement, c'est un regroupement de personnes, donc les Marocains, les Turcs, les Arméniens, les Tchétchènes, voilà, les Maliens, tout ça, les Latinos, il y en a, les Roumains. Et elle rend des services. Pourquoi la diaspora existe? Parce qu'elle rend des services. Le premier service, c'est le service, j'allais dire, psychologique. Elle vous dit, d'abord, tu n'es pas le seul à galérer, à ne pas comprendre un mot de français. Tu n'es pas le seul à te sentir dépaysé. Parce que le tourisme, c'est bien une semaine, mais vivre chez les autres une vie durant, ça fait mal aux neurones, aux synapses. C'est humain. Et elle te dit, je peux te marier, si tu as besoin de... Parce que les gens se marient, font des enfants. C'est quand même... Non déplaise à nos chers féministes. Il y a une programmation quand même, c'est un but dans la vie, pour les hommes et pour les femmes. Vous avez... Elle trouve le boulot. Quand on n'a pas de papier, la diaspora peut trouver des boulots de manière informelle. Voir des logements. Vous avez aujourd'hui des diasporas, je ne les citerai pas, je ne veux pas avoir d'ennui, qui ont des truchements dans des mairies, pour l'obtention des HLM. Oui. Elles ont leurs hommes, comment dire, leurs hommes dans les mairies. Leurs hommes dans les mairies par les conseillers municipaux ou par les maires qui eux-mêmes gèrent la relation avec la diaspora. Électoralisme oblige. Électoralisme oblige. Ouais. Mais nous sommes en démocratie et les Russes se trompent. Il n'y a que nous qui savons faire la démocratie. Les Russes sont une dictature. Nous, on a appliqué Montesquieu à la lettre. Et donc, la diaspora, elle peut avoir 10 000 membres, mais là, nous avons une diaspora à 1 million, 2 millions. Et donc, ce qui fait qu'on arrive au stade de peuple en puissance, de peuple en formation. Et un peuple, là aussi, c'est de la physique, c'est de la nature des choses. Il veut l'autodétermination à un moment. À un moment, il veut être gouverné par lui-même. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de chance et de la malchance. Nous avons beaucoup de chance parce que ce peuple n'a pas de leader. Il n'est pas encore conscient vraiment de lui-même. Il n'est pas formé, oui. Il n'est pas formé. Il commence à avoir une opinion publique à lui. C'est Free Gaza, notamment. C'est Gaza. Le délire. Enfin, je suis d'accord qu'il faut que l'indignation, je l'accepte. Mais être monotâche, monosujet sur Gaza. Alors qu'il y a tout le reste du monde, on sait ce qui se passe. On tire sur des Arabes à Marseille, tout le monde s'en fiche.
Voilà, par des dealers. Là, moi, je vois pas de problème. On dit pas. Et on massacre au Soudan, au Darfour, ailleurs. Massacre au Yémen, tout le monde s'en fiche. Des Noirs sont réduits en esclavage maintenant, à l'instant, en Libye, par les passeurs, avec le soutien de nos chères ONG. Voilà. Donc, ces diasporas-là, alors nous avons beaucoup de chance, parce que ces diasporas sont encore au stade de l'enfance. Nous avons une énorme malchance, c'est-à-dire que tout est fait pour qu'elle s'organise. Pour qu'elle prospère. Pour qu'elle prospère. Et ça, à un moment donné, vous aurez des demandes territoriales. Vous avez vu les émeutes. Les émeutes, ce sont, à mon humble avis, des émeutes de diaspora. C'est-à-dire, vous avez ce peuple nouveau qui dit Naël. En fait, ils s'en fichent de Naël. Tout le monde s'en fiche. Je veux mon territoire. Je veux mon territoire. Tu rentres pas chez moi. C'était ça le message. Naël, que Dieu ait son âme, je le dis sincèrement. Parce qu'au final, nous serons tous jugés par le Créateur et on verra qui ira ou pas au paradis. Parce qu'il peut pardonner même aux délinquants. C'est ça le véritable souverain. Mais bon, il y a plusieurs souverainetés, notamment celle-là. Mais en fait, ils s'en fichent de Naël. Ils s'en fichent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est dire la police française, c'est-à-dire la France. En fait, ils disent au peuple de souche, si tu rentres chez moi, tu tues Naël, moi, je vais chez toi, dans tes centres-villes, je te casse la gueule. Et nous avons nos chers amis de la politique qui vous disent c'est parce qu'ils partent pas en vacances. Dixit, vous savez qui, et parce que on va le repeindre la médiathèque. Oui. Bon, alors nous sommes. Et on va repeindre la cage d'escalier. Moi, ça me rappelle ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Vous avez des émeutes d'indépendantistes. Là, vous avez des émeutes d'indépendantistes en puissance. Il leur manque le leader, le mouvement politique, et nos chers amis, je pense et nos chers dirigeants vont laisser cela advenir. C'est drôle parce que vous savez à quoi quand vous pensez ça, je me dis. Comparaison n'étant pas raison, mais un certain Karl Marx, en fait, quand on parle du prolétariat, c'est pas le prolétariat, ça n'a rien à voir, mais c'est une conscience. Il faut avoir la conscience de classe. Là, c'est une conscience diasporique. Exactement. Il y a une conscience qui est en train de se créer avec toute la sous-culture. J'aime pas dire sous-culture parce que il y a beaucoup de jeunes de banlieue qui m'écoutent et parfois ils sont d'accord, parfois ils sont pas d'accord. C'est pas péjoratif. Voilà. C'est une certaine culture. C'est une culture locale. Spécifique. Spécifique. Voilà. Ouais. Le rap. L'islam, mais pas l'islam spirituel. Non, pas l'islam de Dieu va nous sauver, des anges, des démons. C'est l'islam du TikTok. Oui, c'est un défi. C'est l'islam de la conquête, c'est le fatah. C'est le fatah. Il y a ça, et il y a l'islam un peu version antisémite, mais aussi l'islam TikTok. C'est-à-dire l'islam, on va faire un défi, je porte le voile une semaine. On va faire, vous voyez ce que je veux dire? Je vais tester les limites. Tester les limites, et vous avez la mécanisation. Vous avez une admiration sans borne pour le modèle anglais ou américain, soi-disant qui est meilleur que le nôtre, alors qu'il ne l'est pas. Il est différent. Je ne dis pas qu'on est mieux que les Américains, mais on est dit, voilà. Vous avez cette, comment dirais-je, ce rejet de l'école publique française. Quand un élève, me dit-on, moi, grâce à Dieu, je suis passé au travers. Quand un élève issu de l'immigration est bon élève, on lui dit, tu fais ton français. Vous vous rendez compte? Là, on peut dire sous-culture, parce que c'est un piège. Ouais. Ce peuple se piège. Mais demain, si moi j'étais de ce peuple, demain, je dirais à ce peuple de former sa propre élite. D'ailleurs, les frères musulmans, je mélange un peu les choses, mais les frères musulmans, ils ont une stratégie de former une élite musulmane. Oui, donc ce peuple-là peut s'inspirer de ça. Et vous aurez des gens extrêmement... parce que là, face à nous, nous avons... des gens techniciens, cultivés, etc., etc. Face à nous aujourd'hui, nous avons beaucoup de chance. Nous sommes en train de la gâcher. Nous avons des clowns, soit des repris de justice, soit des rappeurs, soit des humoristes. Je ne cite pas mes sources. Soit des gens drogués au cannabis. Et qui, voilà. Donc, mais demain, on aura des gars qui ont fait Normal Sup, HEC, Harvard, et qui vont dire le droit du peuple à se déterminer lui-même. Et là, je voudrais bien voir qui va leur répondre. En fait, c'est intéressant parce que, encore une fois, ça reprend le langage marxiste. Il y a conscience de classe peut-être en train de se faire dans un tout autre, évidemment, calendrier que le 19e siècle et le prolétariat. Mais voilà, il y a ça, est en train de se faire, on va en parler, c'est passionnant. Après cette petite pause, et puis on vous attend au 0826 33 33. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états.
13h30 sur Sud Radio, toujours avec Driss Ghali qui est notre invité aujourd'hui pour ce face-à-face. Et puis vous aurez la parole évidemment dans quelques instants pour lui poser toutes vos questions au 0826 300 300. Driss Ghali, justement, on parlait de ces diasporas, mais on a parlé des grands corps malades, on a parlé effectivement des identités, je dirais, à peine meurtrières, comme disait Amin Malouf, mais quand même on n'est pas loin. Et qu'est-ce qui fait que, alors, aujourd'hui, il y a encore des politiques, vous dites, intégration, assimilation, etc. Et en fait, ça fait ricaner tout le monde, ou presque. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Bon, d'abord, les Français ne croient plus en eux, et donc ils ne voient plus pourquoi ils peuvent... Pourquoi ils vont intégrer, quoi, ou assimiler. Oui, pourquoi il faut intégrer, pourquoi ils se voient plus comme exemplaires, même si c'est toujours un peu cette revendication universaliste, mais ils y croient plus. Parce que quand on dit... on va convertir l'Afrique à l'idéologie LGBT, on ne croit pas. C'est une pause. On n'y croit plus. C'est la preuve qu'on n'y croit plus. Il y a ça. Deuxième point, il y a aussi le réel. Ça veut dire qu'il y a 40 ans d'échec de l'assimilation. La France a honte de ça, parce qu'il y a 40 ans, il faut voir les émeutes, 120 agressions par jour, les prisons sont largement remplies d'enfants d'émigration. Ça m'écorche la bouche de le dire, mais c'est vrai. C'est rendre service à l'émigration que de voir ce qui va mal. Donc, faut toujours rendre service à tout le monde en disant ce qui va mal. L'école est bloquée, on n'arrive plus à enseigner, les profs ont peur. Donc, mais il y a aussi un autre facteur, ça c'est le facteur, on va dire, français. Il y a un deuxième facteur, c'est le facteur diaspora. La diaspora bloque l'assimilation, elle veut pas. Moi, je suis sri-lankais, j'arrive dans la diaspora sri-lankaise. La diaspora fera tout pour pas que je m'assimile à la France. Pas que je change de prénom, faut pas que j'aille à la banque, j'irai pas à la BNP, j'irai chez mon banquier informel sri-lankais. Ils voudront pas que je parle le français bien et que je parle tamoul. J'exagère, je fais un peu le... mais vous voyez ce que je veux dire ? La diaspora voudra que je me marie dans ma communauté, sinon je serai un traître. C'est comme ça qu'on flingue l'assimilation. Mais c'est très intéressant, des ce que vous racontez, parce qu'il y a 50 ans, après la crise du pétrole, le quadruplement du pétrole, il y a 50 ans, les années 73-74, guerre du Kippour et compagnie, il y a eu l'accord de l'Union européenne avec l'ISESCO. Ils ont dit, OK, envoyez-nous des travailleurs, mais ils disaient, OK, on va envoyer des travailleurs, attention, vous les assimilez pas, vous les intégrez pas, ils doivent garder leur identité. Vous voyez, déjà, il y a 50 ans, c'était accord écrit. On peut les consulter, l'accord entre l'ISESCO et l'Union européenne. Il y a les réseaux sociaux. Aujourd'hui, un Marocain qui vient en France, il est au Maroc tout le temps avec sa mère. Ma chère mère que je salue m'envoie des audios parfois qui font 9 minutes. En arabe. Vous vous rendez compte, je connais des boulangers de toutes les origines qui sont au téléphone H24 avec l'oreillette Bluetooth avec leur pays d'origine. Il va pas s'assimiler. Il est toujours au village. Vous voyez, je les salue parce qu'ils ont un travail très difficile. Mais c'est vrai que ça a ramené le village global, l'Internet. Je vois des livreurs bengalais dans Paris avec leur téléphone, avec le casque. C'est un travail difficile, mais l'assimilation est morte. Donc moi dans ce livre, j'en tire les conclusions et je dis, voilà le mur qu'on va se prendre, qu'est-ce qu'on peut faire pour relancer cette assimilation-là. Je n'y crois plus, moi, je pense qu'on peut faire un peu mieux. Parce que ceux qui sont assimilés, se sont assimilés. Ceux qui veulent s'assimiler, voilà. Bien sûr qu'il y en a beaucoup. Et ceux-là, malheureusement, on leur tire pas le chapeau. Ils payent les impôts, ils sont pas représentés. Oui, c'est extraordinaire. On n'en parle pas, on ne les loue pas. Non, on parle de ceux qui disent salauds, racistes. Ils ne sont jamais invités au gardien party de l'Élysée. Ils ne reçoivent pas de subvention du Centre national du film ou du livre. Ceux-là, par contre, dès qu'on crache sur la France, dès qu'on a des fréquentations douteuses, on est à l'Élysée, on est sur le service public, on est sur tous les plateaux, voilà. Bon, mais c'est comme ça. N'évoquons pas la mémoire des harkis, mais nous sommes quand même, on n'a pas appris des erreurs. Hein. Parce qu'on dit pourquoi ils s'assimilent pas, mais dès qu'il y a les mecs qui s'assimilent, vous voyez ce qu'on a fait aux harkis. On a flingué l'assimilation. Et c'était pas la gauche, c'était De Gaulle. C'est dire. Mais donc, ceux qui peuvent s'assimiler vont s'assimiler. Je pense qu'il faut donner encore un avantage à ceux qui s'assimilent. Mais va être très concret. On a menti aux gens au sujet de l'assimilation. On leur a dit, la France, c'est la méritocratie, c'est Jean Jaurès. C'est vrai, mais c'est un peu faux quand même. La France, ce sont des réseaux de pouvoir, parfois occultes. Francs-maçons, les réseaux des polytechniciens, des centraliens, des normaliens, les réseaux catholiques, les réseaux gays, tout ça. Moi, je dis, on va pas changer la nature humaine. Il y aura toujours des réseaux. De femmes, d'hommes, de ce que vous voulez. C'est comme ça. Il y a des réseaux de... Et les copains et tout ça, les relations. Exactement. Je salue d'ailleurs un ami d'Air France qui m'a dit la même chose. Il me dit, il y a trop de pilotes chez Air France, trop de pilotes hommes. Ils n'arrivent pas à féminiser. Mais c'est normal, parce que c'est des réseaux d'écoles et tout ça. Bon. Donc, ouvrons ces réseaux aux immigrés, assimilés.
Parce que la pire des choses pour quelqu'un, c'est voir son gosse qui fait des efforts, qui n'est pas dans l'élite. Ouvrons ces réseaux. Mais là, il faut faire un effort. Parce qu'on ment, au fait, un peu aux diasporas et aux immigrés. On leur dit, allez à l'école publique qui est au rabais, mais les bonnes places. Je ne dis pas qu'il y a un complot, mais il y a de l'hypocrisie. Non, bien sûr. Moi, je voudrais voir des immigrés Et puis, 80... en tout cas, mettons-les, exauçons-les avec un H, mettons-les sur le piédestal. Disons, regardez, ce sont des réussites, pas seulement d'argent, mais de mérite. De mérite, et sans discrimination positive. Parce qu'au fait, aujourd'hui, il y a une fête qui a lieu dans ce pays, mais elle est fermée. Elle est fermée aux petits Français des campagnes, aux petits Blancs, et elle est fermée aux jeunes immigrés. Il y a des raisons dans ce pays, il faut ouvrir, je ne veux pas les éradiquer, je veux juste qu'il faut qu'ils s'ouvrent. Parce que ils ont voulu l'immigration, le patronat a voulu l'immigration, maintenant qu'ils assument que leurs enfants soient concurrencés par les petits Mamadou. Ne jamais oublier que c'est le patronat qui a poussé à mort avec le regroupement familial, compagnie Giscard, Chirac de l'époque. Et alors justement, et on va en parler après, puis on va recevoir des auditeurs, je suis sûr qu'il y en a beaucoup là, qui appellent... qu'est-ce qu'on... Alors, c'est une des solutions, ça. Mais au fond... est-ce que, parce qu'on dit toujours, oui, c'est le courage qui manque, c'est la lucidité qui manque, c'est vrai que c'est plus facile d'être démagogue et électoraliste, c'est plus facile de, vraiment, comme disait Chirac, je vous étonnerai par mes promesses et par ma démagogie, il le disait. Il n'y a pas que lui, bien sûr. On a vu mieux depuis, ou pire. Mais, au fond, cette histoire-là, qu'est-ce qui fait que la France est en train, c'est le comprimé chauffé à blanc, encore plus que d'autres pays européens. Pourquoi la France est le comprimé chauffé à blanc, à votre avis, Driss Ghali? Qu'est-ce qui fait que en France, ça s'exacerbe avec une espèce... Alors, vous allez me dire, en Angleterre aussi, d'une autre manière, mais est-ce que cette France laïque, etc., d'abord, oui, est-ce que on est incapable aujourd'hui non pas d'avoir une idéologie de substitution, mais une spiritualité ou des valeurs qui peuvent entraîner un certain nombre de gens de tous bords. C'est fini ou c'est jouable encore? Moi, je pense que c'est jouable, mais il faudrait que les élites arrêtent de nous tirer dessus. Parce que les types comme moi, les élites nous tirent dessus. C'est-à-dire vous avez concrètement, c'est loi antiraciste, c'est accusation d'extrême droite. Quand quelqu'un vous dit que vous êtes d'extrême droite, il vous a tué. Il n'y a pas que les islamistes qui nous tuent, qui nous menacent. C'est n'importe quel imbécile, parce qu'il faut appeler ça par son nom, qui te dit « Ah, tu es d'extrême droite » ou « Tu fais le jeu de Marine Le Pen ». Il vous a tué sur place, comme dans la Bible. Comme dans la Bible, le Dieu foudroie, le Sodome et Gomorrhe. Mais il faut qu'ils arrêtent, parce que tant que... Parce que le type va passer son temps, vous ou l'autre, à se défendre. Ah non, non, je suis pas ça, c'est pas vrai, non, pourquoi vous me dites ça? Donc, subsiste quoi? Subsiste les ignorants et subsistent les hypocrites. Donc vous avez, aujourd'hui, tout va bien. Vous avez à droite des gens qui vous disent l'islam c'est le problème, alors que c'est le dernier des problèmes. Je le dis dans le livre, il y a 6 problèmes dans la diversité, l'islam c'est le dernier. Il y a d'autres beaucoup plus graves. Parce que l'islam, on pourra faire un concordat, à la limite. Mais qu'est-ce qu'on fait avec des cultures qui n'aiment pas la mixité, qui font la guerre à l'État, qui vivent dans la corruption? Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un concours? On ne peut pas. On peut pas. Je veux dire, l'islam, on peut toujours, à la limite, trouver quelque chose. Donc, à droite, vous avez ces hypocrites-là et ces ignorants, et à gauche, bon, vous connaissez ce qui se passe. Moi, je pense qu'il faut qu'on pense avec un marteau, c'est-à-dire que sortir de... En fait, pour régler le problème, il ne faut pas vouloir plaire. Il ne faut pas plaire. On revient toujours à ça. Il ne faut pas vouloir séduire. Donc, il ne faut pas faire d'élection. Il ne faut pas être politicien. C'est le boulot des intellectuels. Je pense. Il faut d'abord vider ce que j'appelle vider la baignoire. Dès qu'un type commet une violence, on tôle. Tout de suite, tolérance zéro. Parce qu'on ne peut pas réfléchir, si on n'est pas apaisé. Tant qu'on lynche des enfants devant le collège, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de vivre ensemble, il n'y a pas de société. C'est n'importe quoi. C'est Bagdad en 2003. Un attentat chaque 10 minutes. Et on y est, là, on y est. Déjà. Ouais. Deuxième chose, c'est pas dans le livre, mais je travaille beaucoup cet axe-là. Il faut vous me parlez de spiritualité. Il faut proposer à toute la France, de toutes les couleurs, parce que le pays est pluriel. Hein, c'est merci Robert Badinter, merci Jack Lang, merci Mitterrand. C'est comme ça. Le pays, ce qu'il est, il faut proposer à cette France-là un projet collectif qui soit punchy, qui soit ambitieux. Mais qui soit aussi spirituel, qui ait une dimension, en tout cas, de valeur. Je sais pas de valeur. Moi, je pense, par exemple. Mais il faut aussi qu'il soit méchant. Parce que depuis que nous sommes gouvernés par des semi-éduqués, ils ne comprennent pas que l'homme est méchant. Oui, ils sont rousseauistes. Voilà, ils sont tellement rousseauistes. Ils sont rousseauistes. Et
On nous sommes faits pour fabriquer la guerre. Moi, je pense, pour faire la guerre, moi, je pense aux Goumiers. Ils n'étaient pas assimilés, les Goumiers, les tirailleurs sénégalais. Ils ont contribué à libérer la France du nazisme. Pourquoi on ne ferait pas un projet impérialiste français? Pourquoi on ne referait pas l'Europe pour l'intérêt de la France? Là, je vois Glucksmann nous parler d'Europe comme si nous étions des gueux qui ne comprenions pas que l'union fait la force. Ça, on l'a compris. On a compris quand même. On sait faire 2 plus 2 égale 4. Mais moi, je veux que 2 plus 2 égale 4 dans la poche des Français, de toutes les couleurs. Refaisons l'Europe, mais pour dominer. Et aux dimensions de la France, enfin aux dimensions spirituelles, de valeurs, de civilisation. Et là, je pense que ça peut entraîner certains jeunes de banlieue, parce que qu'est-ce qu'on leur propose aujourd'hui? Le recyclage des déchets, le compostage. Vous prenez des civilisations guerrières comme la mienne. Vous pouvez pas nous faire communier avec vous sur l'écologie ou sur les pistes cyclables. Oui, on leur propose les marches blanches, le foot. Voilà, on les prend pour des imbéciles. Moi, on me dit l'immigration, le foot, mais c'est une honte. Enfin, je n'ai rien contre le foot, mais le foot, c'est le cirque. Moi, je veux que faire ce projet-là. Oui. Et surtout, le foot, c'est pas ça, ce sont des spectateurs. Oui, aussi. Encore, si vous jouez du foot du matin au soir, je veux bien, et encore, ça ne règle pas le problème. Donc, vous dites effectivement, mais tout ce que vous dites, Driss Ghali, ça demande une lucidité sans faille, et ça demande le courage d'être impopulaire. Bien sûr. Et c'est ça, non mais, est-ce que ce n'est pas le paradoxe terrible de la démocratie, qui consiste, évidemment, il faut être élu, sinon ce n'est plus une démocratie, sauf que pour être élu, il faut que je séduise, je suis là, je dois vendre mon produit, voilà, et donc faire de la com, de la pub, etc., etc. Et on voit le résultat, je dirais, assez catastrophique, quoi. Moi, je pense qu'on attendra le clash pour agir. Je pense que le clash... Vous pensez que le clash est inévitable? Très franchement. À votre avis? Oui. Ouais, je pense qu'on... on peut pas être arrogant et parier dessus. Oui. Mais je pense que parti comme c'est, avec tel qu'on est gouverné, et le niveau... Moi, ce qui me fait peur, c'est le niveau de haine et de mauvaise foi. J'ai des amis d'origine maghrébine qui me disent en privé que j'ai raison. Alors qu'ils ne me doivent rien, chacun paie sa facture après le... Mais en public, ils vont dire le contraire. J'appelle la mauvaise foi. Et j'ai beaucoup d'amis français, j'en ai vu très récemment, qui m'accusent moi d'être communautariste, alors qu'ils votent à gauche, ils votent Glucksmann et trucs. Je leur dis, mais attendez les gars, non, Driss, on peut pas, on peut pas communautariser, je lui dis, mais vous êtes extrême droite alors Donc, il y a trop de mauvaise foi. C'est pour ça qu'on ira au clash, parce qu'au clash, la mauvaise foi s'effondre. Absolument. Et la vérité émerge. Voilà. Au moins, c'est comme le puits de pétrole. On va tous être mouillés de pétrole, et après, j'espère qu'on pourra allumer le moteur diesel. Voilà, avec le gaz de schiste. On va en parler dans un instant, après cette courte pause de Driss Ghali. Et vous restez avec nous, 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h46 sur Sud Radio, nous sommes toujours avec Driss Ghali qui est notre invité aujourd'hui, et nous avons Sonia qui nous appelle depuis Saint-Maur-des-Fossés en région parisienne. Bonjour Sonia. Bonjour Sonia. Bonjour André, bonjour Driss. Je me permets d'intervenir parce que c'est un sujet qui me concerne, je pense comme beaucoup de gens. Moi j'ai grandi dans les quartiers, aujourd'hui c'est à Saint-Maur, j'ai pu côtoyer différentes sphères, on va dire, sociales. Donc je suis assez consciente de l'hypocrisie dont parle Driss. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est l'ignorance qui s'installe de plus en plus dans les quartiers populaires. Notre génération, on a tous grandi ensemble. On va pas se cacher. Il y avait des soucis aussi, hein. Mais alors, en grande majorité, on a grandi ensemble avec des cultures différentes, des religions différentes. Même nos familles se composent maintenant avec cette multiplicité culturelle, religieuse. Mais on a un point commun. On aime notre pays. On est attaché aux valeurs de la France. Et bon, moi, ma question à Driss, c'est... moi, je constate quand même que beaucoup d'enfants, on va dire, de cette génération-là, on a un peu la même vision. On se dit, mais nous, est-ce qu'on est les derniers des Mohicans, ou qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer pour notre pays? Et il y a vraiment une hypocrisie, mais de tous, hein, je pense. Hein. Et quand on est un peu juste et qu'on a un franc-parler,
Ah ben alors on est détesté, on utilise des mots pour nous catégoriser, pour un peu, on va dire, voilà. Et juste parce qu'on essaye d'être juste. Et du coup, on est attaqué avec des termes qui sont censés être des termes pour avoir derrière des lois qui protègent justement contre des discriminations. Et on s'en sert pour attaquer l'autre parce qu'on n'aime pas ce qu'il est en train de lui dire. Hein. Tout à fait. Voilà. Sonia, justement, Driss va vous répondre et c'est deux très bonnes questions que vous avez posées. Oui, je vous remercie. Vous avez la légitimité du réel. Il y a une nouvelle génération qui arrive. D'ailleurs, elle ne lit pas nos livres. Elle a moins de 20 ans. Elle est sur les réseaux sociaux. Et elle est largement dans ce que vous dites. Elle est largement dans cette espèce d'ignorance assumée. Les gens ne veulent pas savoir. Et ils vous en veulent parce que vous savez. Vous leur dites les dangers de la diversité. Vous êtes toujours tout de suite un nazi. Pas parce qu'il croit que vous êtes nazi, parce que lui, comme il ne connaît pas, il vous frappe. Voilà, c'est comme ceux qui frappent les profs ou qui les insultent parce qu'il n'a pas compris la règle de 3. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une parole du Coran qui me revient, je vais essayer de la traduire en français. S'ils savaient seulement à quel prix vil ils se sont vendus. C'est dans je crois c'est sourate de la vache. Ça veut dire, en fait, les gens, ils achètent le confort maintenant. D'origine immigrée ou français de souche. Ah, toi tu es fasciste, toi tu t'es vendu aux Français, l'autre il te dit toi tu es de je sais pas quoi. Mais en fait ils savent ils achètent une durée de vie limitée. C'est comme une recharge Mobicart. Oui. Moi je me prends encore 2-3 ans de victimisation. Ils savent même pas qu'ils sont dans l'obsolescence programmée. Voilà. Ils s'achètent leur petite dose de tranquillité. Ils sont en train de ce que je dis souvent d'uriner dans la fontaine où ils boivent. Si la France flanche, il y a plus de retour. Comme on dit chez moi encore, c'est Tariq Miziyad, il disait la mer est devant vous, la mer est derrière vous. L'ennemi est devant vous et la mer est derrière vous. Je dis en arabe. En fait, il n'y a pas de bateau pour revenir parce que le Maghreb n'attend personne, l'Afrique n'attend personne. Ce sont des sociétés qui sont déjà, tout le monde est en place. Donc ces jeunes-là, il faut qu'on sauve la France. Esteban. On a Alain qui nous appelle depuis Perpignan. Bonjour Alain. Bonjour Alain. Oui, bonjour Monsieur Berkoff, merci. Un intellectuel chez les journalistes, c'est rare. Et Monsieur Driss, je l'apprécie beaucoup, sa parole est d'or et on est énormément de Français à penser comme lui. Je voulais juste un petit éclairage sur la Nouvelle-Calédonie parce que je fais un candide par rapport à vous. Combien de fois on va faire voter ce territoire qui va de Nancy jusqu'à Paris, c'est pas un caillou, pour que les gens enfin décident de rester en France. Ils ont dit 20 fois qu'ils voulaient rester français. L'exécutif, j'arrive plus à les nommer, qui veut tout déconstruire selon Bourdieu et Derrida, ils veulent déconstruire la France en donnant l'autonomie aux Corses, aux Basques, bientôt l'Alsace, la Bretagne. Ils vont déconstruire l'héritage de la Révolution. Ils veulent rester français en Calédonie. Pourquoi? Je dis aux Kanaks, méfiez-vous, les Chinois vont vous mettre au boulot, ils vont vous récupérer comme on a été pillé en Afrique. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Driss voulait ajouter quelque chose. Je connais très mal la Nouvelle-Calédonie. Je sais qu'il y a des gros enjeux. C'est la déconstruction. Oui, il a raison. Il a raison. Tout ce qui peut abaisser la France est fait parce que nos chefs sont des nains. Parce que mettez-vous, je veux pas de procès en diffamation, mais mettez-vous dans leur peau. Ils regardent la statue de Richelieu. Ils sont un nain à côté. Louis XIV, ils sont une cellule, une bactérie à côté. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils détruisent. Donc ils vous disent Louis XIV était esclavagiste, Richelieu esclavagiste, Vauban c'était un macho, homophobe, la Nouvelle-Calédonie c'est l'héritage colonial, tout ça. Et c'est vrai qu'il y a eu des crimes en Nouvelle-Calédonie. Bien sûr. Très rapidement, il y a eu un crime qui est extraordinaire et incroyable, comme quoi quand l'administration part en vrille, c'est terrible. Il y a eu d'une traite les Kanaks ne voulaient plus travailler à un moment pour la canne à sucre et donc on a amené des travailleurs du Vietnam, de l'Indochine vers la Nouvelle-Calédonie. Et c'était terrible parce qu'on a séparé les familles. Ouais. Et ça, il y a un livre qui s'appelle Les Jauniers sur le sujet dans les années 30. Donc, nous avons commis des crimes. Et moi, j'étais pas né. D'ailleurs, moi, j'étais à l'époque. Personne ne le nie. Enfin, mais ce n'est pas en fragmentant et en givorisant tout ça qu'on va arranger. Merci Alain pour votre question. On a Véronica qui nous appelle depuis Saint-Jean-de-Luz. Bonjour Véronica. Bonjour Véronica. Oui, bonjour Monsieur Berkoff. Bonjour à votre invité. Merci de me prendre à l'antenne. Je voulais vous dire que j'étais très touchée par ces paroles à propos des immigrés qui sont intégrés. Ça fait 25 ans que j'habite en France, au Pays Basque. Je suis arrivée de Russie. Et donc, j'ai une nationalité française en 2005. Je travaille à
à la PHP, assistance publique. Oui. Et ce que vous avez dit tout à l'heure à propos des vaccins aussi, ça me concerne parce que j'ai quitté donc pour la disponibilité à cause de refus de se vacciner. Donc voilà, tous les thèmes me concernent. Mais justement, je voulais poser la question, comment on peut valoriser ces gens qui sont intégrés, qui mènent une vie, qui paient les impôts, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il existe les associations? Je ne sais pas. Oui, qu'ils ne se sentent pas seuls dans leur coin, c'est ça le terrible. Merci Véronica Driss, c'est vrai, il est là, elle a les problèmes. Énormément de gens, des centaines de milliers de gens vivent bien, ils ne sont pas en train de casser, ni de rien, ni d'insulter, ni rien. Ils font leur truc et ils se sentent seuls. Parce que personne ne parle d'eux, on l'avait dit. Bien sûr. Bah, j'ai connu à Perpignan, je connais un policier d'origine malienne. Un policier français d'origine malienne, je le salue, il faisait 2 mètres. Et parfaite intégration. Au fait, je pense qu'il faudrait, à mon avis, faire 2 choses. D'abord que l'État fasse son boulot, parce que les gens intégrés ont peur de parler, parce qu'il y a des coupeurs de tête en France, dans toute impunité. Il faut que les juges, pas tous les juges, mais ceux qui ne font pas le job, il faut qu'ils fassent le job. Le principal facteur d'ensauvagement dans ce pays, c'est l'État. Avant l'immigration, parce qu'il faut juste appliquer les lois. Moi, je ne comprends pas comment... Appliquer les lois. Appliquer les lois. Vous avez quelqu'un qui menace un proviseur dans Paris, le proviseur part à la retraite, mais on est chez les juges aussi sont responsables. Les juges, oui, les juges. Enfin, l'État. Ouais. Les juges sont des fonctionnaires, il ne faut pas qu'ils oublient qu'ils sont au service de la nation. S'ils veulent faire de la politique, welcome, il n'y a pas de problème. Mais ils sont des fonctionnaires payés par la nation. Donc l'État, parce que les gens ont peur de parler. Parce que dès qu'il y a un type ici en France qui est ultra violent, il a une carte blanche. On lui donne un pass Navigo pour y aller. On lui donne toujours un avantage sur le type qui est pacifiste. Et la deuxième chose, dans le livre j'en parle, je pense qu'il faut vraiment maintenant qu'on soit malin. Vraiment qu'on soit malin. Il faut qu'on arrête d'être des anges. Il faut un secteur audiovisuel pour les immigrés. On dépense des milliards d'euros qu'on n'a pas, parce que c'est la dette, sur France Télévisions, pour nous expliquer que nous sommes des dangereux fascistes, ou que les moustiques, il ne faut pas les tuer parce que c'est de génocide de moustiques. Oui, absolument. Pourquoi on ne mettrait pas 100 millions d'euros pour parler à nos banlieues? Mais la voix de la France, qui parle à la banlieue aujourd'hui? Al Jazeera. Bien sûr qu'elle nous tient dans les pattes. Parlons aux banlieues, mais pas pour leur dire le rap. Le plus grand crime que nous commettons par rapport aux banlieues, c'est de leur dire jouer au foot et au hip-hop. Du rap. Mais moi, je serais de banlieue, mais je casserais la télévision. Mais dites-nous comment on devient riche. Dites-nous comment on devient Chateaubriand. Il faut bien que les Français, que les élites françaises comprennent que la civilisation arabe a été grandiose et la civilisation africaine est grandiose. Nous avons pondu des grands romanciers, Naguib Mahfouz. Pourquoi nous n'aurons pas un Naguib Mahfouz en France? Il y a quand même matière. Cette rencontre des cultures. Quand même, on n'est pas que des gardiens de boîte de nuit. Une littérature arabe formidable. Enfin, bien sûr. Il faut que ce secteur audiovisuel stimule dans les banlieues ce qu'il y a de mieux. Parce que là, on est en train de flatter les passions basses. Le foot, j'ai rien contre le foot. Bon, je sais pas jouer au foot. Moi, je suis du basket. Mais vous voyez ce que je veux dire? Il faut stimuler l'élévation morale des gens et leur parler. On est tout à fait d'accord. On a beaucoup de gens qui nous ont appelés, mais vous voyez, c'est important de mettre les mots MOTS, je le répète à chaque fois, sur les mots MAUX. C'est ce que fait Driss Ghali et qu'il en soit remercié. Merci Driss Ghali d'avoir été avec nous. On va se retrouver demain sur Sud Radio entre midi et 14h avec André Berkoff. À demain sur Sud Radio. Tout de suite, c'est Brigitte Lay. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.